Voilà, je crois que nous sommes tous là ce soir. S'il y a quelques retardataires, on leur souhaite de trouver une place, éventuellement. Je vous donne la bienvenue au nom de l'Université de Lausanne, qui a organisé ce cours public sous la forme d'une table ronde ce soir sur l'impact du rapport Bergier 10 ans après sa remise aux autorités fédérales. Je vais peut-être juste vous présenter les intervenants. Il ne s'agit pas vraiment d'une table ronde, mais d'un escadron de tables rondes avec position plus ou moins confortable. Madame Dreyfus, Ruth Dreyfus, ancienne conseillère fédérale, ancienne présidente de la Confédération, qui avait notamment été en charge du département fédéral de l'Intérieur, qui était l'un des deux départements qui avait commandité le rapport Bergier. Marc Pernoud, historien qui était le secrétaire scientifique de la commission Bergier. Je précise, pour ceux qui ne savent pas, que le président de cette commission est décédé, Jean-François Bergier. Hans-Ulrich Jost, professeur honoraire d'histoire à l'Université de Lausanne, qui était l'un des premiers dans ce pays à défricher un peu ces sujets. Sébastien Gay, également professeur en activité à l'Université de Lausanne, historien, et qui a beaucoup écrit sur le rôle des banques, notamment, dans l'histoire suisse récente. Pietro Boschetti, journaliste, qui est l'auteur d'un livre qui, en fait, se voulait, entre autres, un effort de vulgarisation du rapport Bergier, qui a été publié chez eux et qui a connu, je crois, un assez gros succès. Et enfin, Dominique Dirlewanger, auteur d'ailleurs lui aussi d'un livre, cette fois-ci sur l'histoire de la Suisse, qui a notamment une vocation scolaire, qui est enseignant d'histoire dans le canton de Vaud, et qui pourra nous parler aussi de la réception du rapport à l'école, entre autres. Voilà, sans plus attendre, on va commencer tout de suite par une question. Voilà, il faut essayer, il y a encore quelques bouts de chaises par-ci, par-là. Et on a encore 3 chaises là derrière, s'il faut. Donc je vous laisse trouver vos marques. Voilà, moi j'aimerais commencer peut-être par une question à Madame Dreyfus. À vous l'honneur. 10 ans après, au fond, est-ce que ce rapport, qui a nécessité 22 millions de francs, qui a amplement fait couler beaucoup d'encre et monopolisé beaucoup de débats médiatiques, est-ce qu'il a encore une pertinence politique? Est-ce qu'il est encore, on en parle encore sur un plan politique en Suisse et à l'étranger? Comment vous percevez les choses? Je vais juste parler. Non, c'est bon, normalement. Bonsoir, d'abord, merci d'être si nombreux pour cette discussion. C'est à mes yeux aussi un peu un hommage que l'on peut rendre aux membres de la Commission et à son président, Jean-François Bergier, que de nous réunir ce soir. Et en tout cas, c'est dans cet esprit aussi que je suis venu. Plutôt que de répondre directement à la question « qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore ?», j'aimerais dire « qu'est-ce que ça a représenté en général ?» Je veux dire, depuis qu'il a été présenté, depuis que toute cette procédure a eu lieu et s'est terminée par la présentation du rapport et des très nombreuses monographies qui sont les soubassements aussi de ce rapport et qui élargissent encore la perspective. Je dirais que nous avons, d'un côté, été fiers de ce que nous avions accompli. Nous étions fiers d'avoir accompli quelque chose qui était douloureux pour beaucoup de concitoyens et de concitoyennes, qui a surpris beaucoup de personnes, qui a surpris même des membres de la Commission, et en particulier son président, qui a permis d'avoir une vue plus complète, je dirais, de la situation de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale et de ses réactions. Je dis plus complète parce qu'il y avait un aspect qui avait été très souvent traité et présenté et qui était devenu même mythique par certains aspects, qui était la résistance, le hérisson suisse, et qui allait presque jusqu'à dire que si Hitler n'avait pas imaginé envahir la Suisse, c'était à cause de la fermeté de notre position. Il fallait compléter ce tableau pour justement le démythifier, tout en reconnaissant qu'il y avait eu une volonté de résistance et que la majorité de la population vraisemblablement était fermement partisan du maintien de cette indépendance, et j'irai même plus loin,
farouchement sans doute anti-nazi dans sa majorité. Donc il fallait compléter cette image, on a pu le faire. Le processus a été douloureux, on l'a fait en traînant les pieds au départ, et puis on l'a fait, et je crois qu'on peut en être fier. Je crois que d'autres pays ont fait la même démarche, parfois en allant moins loin, parfois en imitant un peu ce qu'on a fait aussi, en créant des commissions d'historiens. J'irai plus loin, quand on discute aujourd'hui de l'Arménie, on discute aussi de la nécessité d'un travail d'historien, d'un travail d'approfondissement du passé, etc. Je dirais donc à ce moment crucial de l'histoire, au moment où la génération des témoins était en train de s'éteindre, on a fait finalement un bon travail. Et je crois que ça a été ressenti politiquement comme tel, même si, bien sûr, ça fait mal, et le fait que ça ait fait mal a suscité aussi des oppositions. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que ça suffit de se dire qu'on a fait du bon travail et que 10 ans ont passé et que maintenant on peut ranger le rapport Bergier dans nos bibliothèques? Certainement pas, mais je dirais que c'est ça l'attitude aujourd'hui, au fond. À part des gens vraiment qui souhaitent continuer le travail, pas l'approfondir, des chercheurs qui souhaitent aller plus loin, des enseignants qui souhaitent utiliser ces données, pour l'ensemble de la population, je dirais que aujourd'hui, c'est quelque chose, encore une fois, dont on est finalement content de l'avoir fait et, je dirais un peu cyniquement, finalement content que le traitement soit terminé et qu'on puisse se dire qu'on range le rapport Bergier dans sa bibliothèque. D'accord. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un ou deux exemples? Vous disiez tout à l'heure que le... Voilà, c'est bon. Vous disiez tout à l'heure que ce rapport, ce travail a été pris en exemple et copié, imité par d'autres pays. Vous avez d'autres exemples? Je dirais copier, imiter, c'était dans l'esprit du temps, bien sûr, de revisiter cette phase de l'histoire. Mais nous avons été parmi les premiers à mettre en place une telle commission. La France a suivi, la Norvège, si je me rappelle bien, a suivi. Il y a eu toute une série de pays qui l'ont fait, mais à peu près en même temps. Je dirais que c'était largement dans l'esprit du temps et que même si nous avons traîné les pieds, même si le Conseil fédéral au début a pensé qu'il pouvait éviter une introspection trop poussée, si je puis dire, et surtout pouvait éviter d'être accusé de vouloir peut-être prononcer un jugement sur ses prédécesseurs, le Parlement, lui, a été de l'avant et finalement, encore une fois, on a été parmi les premiers à le faire sous cette forme-là, commission d'historiens. D'accord. Je crois que M. Boscati, vous vouliez ajouter quelque chose sur la réception politique du rapport. Oui, je pense que je souscris à ce que Mme Dreyfus nous est... Oui, je crois qu'il faut... Vous m'entendez? Oh là, oui. Ça, c'est trop. Tout va bien. C'est toujours la même chose. Je disais donc que je souscris à ce que Mme Dreyfus expliquait tout à l'heure, mais il faut peut-être, je me permettrai de rappeler 2-3 éléments pour éclairer aussi un peu le débat et pour comprendre aussi pourquoi le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui sur la réception du rapport Bergier doit être à la fois nuancé et contrasté, parce que s'il est vrai que, Dieu merci, puis peut-être que la soirée de ce soir est un témoignage de ça, il y a encore beaucoup d'intérêt à discuter de ce que ce rapport peut nous apporter, des réflexions qu'il nous apporte. Je pense qu'on a connu tout de même un certain retour en arrière dans le débat public concernant ce qu'a été la Suisse, l'attitude de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je voudrais juste retour en arrière, oui. rappeler, disons simplement 2 dates ou deux événements. Le premier événement, c'est que, donc, comme vous savez, la commission Bergier a été créée en décembre 1996. Et le mandat a été donné par le Conseil fédéral. Le Parlement a accepté, a donné ce mandat à l'unanimité, a voté ce mandat à l'unanimité. Il faut se souvenir qu'une année auparavant, juin 1995, il y a une motion déposée par Piller et Platner au Conseil des États qui demande, justement, parce que c'est le début de la polémique sur les fonds en déshérence, hein, la polémique enfle, elle vient de l'étranger, c'est-à-dire
organisations internationales juives mettent le problème sur la table, les journaux israéliens commencent à en parler, la presse américaine aussi, on commence à désigner du doigt la Suisse, enfin bref, on commence à s'inquiéter. Et en juin 1995, messieurs Piller et Platner, au Conseil des États, disent, en gros, il faut qu'on fasse la lumière sur ces histoires. Enfin, ils ne parlent pas de créer une commission, mais ils parlent de réfléchir à ce qui se passe et d'apporter une réponse d'historien aux problèmes posés. Et cette motion est largement, mais je dis bien très largement, rejetée par le Conseil des États, et le Conseil fédéral, à l'époque, précise qu'il ne voit aucun besoin d'agir. Moins d'une année après, la situation a complètement changé, ce qui montre le rôle qu'a joué les pressions internationales sur la question, et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est une année avant le début des travaux de la commission Berger. Lorsque la commission Berger dépose ses travaux, c'est-à-dire finit son travail en décembre 2001 et remet officiellement au Conseil fédéral en mars 2002, publie officiellement ses travaux en mars 2002, quelques semaines plus tard, à la commission des affaires juridiques du Conseil national, Jean-François Berger et d'autres membres de la commission sont invités à cette séance pour, en somme, discuter du rapport Berger et puis, entre autres, se poser la question de la nécessité, de l'utilité, voire de l'intérêt d'avoir un débat au Parlement là-dessus. Mais en termes symboliques, il ne s'agit pas de voter la vérité historique telle qu'elle devrait être à partir de désormais, mais de marquer la fin de cet effort extraordinaire de mémoire que le pays a consenti et, enfin, pas simplement de recevoir un accusé de réception. Et ce débat n'a pas lieu, parce que la Commission, dans sa grande sagesse, estime qu'il n'a pas lieu d'être. Et je vais simplement me permettre de vous lire ici, rassurez-vous, c'est très très court, dans cet ouvrage que j'ai fait avec Bertrand Muller, les entretiens avec M. Berger, comment ce qui raconte cette séance à la commission des affaires juridiques du Conseil national et la déception terrible qu'il en a ressentie en voyant en somme cette indifférence des autorités politiques par rapport à la somme de travail que la commission avait fournie. Et il dit donc la chose suivante. Il y a eu une discussion au sein de la commission des affaires juridiques au Conseil national à laquelle j'ai été convié avec quelques représentants de notre commission. Consternant, un débat nul, où l'on n'a abordé que des questions de procédure, de finances, du coût de l'opération, de la restitution des copies d'archives, ou bien des déclarations globales des professions de foi, mais aucun débat sur le fond. Et finalement, il y a eu décision de ne pas proposer de débat en session plénière. Je le regrette. Et je peux vous dire, pour en avoir parlé avec lui, mais il a exprimé plusieurs fois publiquement l'intense déception qu'il a vécue à cette occasion. Quand il dit « je le regrette », il le regrette vraiment. Et d'ailleurs, il avait tout à fait raison. Donc, tout ça pour dire que le débat public aurait dû suivre le rapport Berger, et qui a eu lieu dans une certaine mesure, a été marqué symboliquement au départ par les plus hautes autorités de ce pays, en tout cas par les représentants du peuple, comme étant nul et non désiré. Et ça a marqué, j'en suis absolument convaincu, ça a marqué la suite du débat. Vous avez mais sur la réception aujourd'hui, Monsieur Baschetti, sur la réception aujourd'hui, encore une fois, sur la réception aujourd'hui, elle se fait à l'ombre de ce signe extrêmement négatif au départ. Alors, c'est très divers. Moi, il m'arrive et j'en suis très heureux, d'aller 2-3 fois par année dans des classes pour parler justement du rapport Berger, vu que souvent, et ça me flatte beaucoup, mon livre est utilisé pour ces cours. Et je constate qu'il y a beaucoup d'intérêt, en tout cas auprès des jeunes, de discuter de ce genre de questions, souvent avec des questions extrêmement pertinentes. Il y a vraiment une très forte curiosité, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin je veux dire 10 ans après, mais ça s'est remarqué assez rapidement, il y a eu une volonté de tourner la page,
de siffler la fin de la réaction, de la récréation, si j'ose dire, pour passer à d'autres choses. D'accord. Il y a eu un effet de ras-le-bol, quelque part, par rapport à ce débat qui a été intense pendant 5 ans, et surtout ne plus en reparler. C'est plutôt ça que je retiens. Je suis un pessimiste par rapport à ça. Vous, Madame Dreyfus, vous êtes plutôt optimiste, hein? Non, encore une fois, je l'ai dit moi-même, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est une partie de notre histoire. L'histoire de la commission Bergier est une partie de notre histoire. Mais je ne crois pas du tout que la responsabilité en soit à mettre sur le compte de cette discussion qui n'a pas eu lieu au Parlement ou de la tiédeur de l'accueil que le Conseil fédéral a réservé aussi au rapport. Je crois que tout simplement c'est normal, entre guillemets, que quelque chose qui a effectivement occupé la scène pendant des années passe un peu à l'arrière-plan et revient à travers ce que vous faites, à travers le travail des pédagogues, à travers des discussions comme celle d'aujourd'hui, mais ne figure plus sur le devant de la scène. Ça me paraît plutôt normal que quelque chose d'extraordinaire. On ne vit pas en permanence en se remémorant tout simplement de ce qu'a été la discussion pendant les 10 ans, les 5 ans peut-être qui ont précédé la commission Bergier. Attendez, monsieur, je crois. Il y aura un moment où je donnerai bien sûr la parole à la salle et amplement. On va peut-être avancer un petit peu dans le débat, puis après, pas de souci, il y aura des micros qui seront à disposition. Peut-être juste une chose. Bon, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, si on résume un peu les choses, le débat n'est peut-être plus de nature politique, il est un peu ailleurs sur ce rapport. Je ne sais pas s'il se cache dans le monde scientifique, par exemple, parce que c'est vrai qu'au moment où la commission a été créée, moi je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de critiques, notamment des milieux scientifiques, pas toujours pour les mêmes raisons, ça dépendait un peu des personnes. Je ne sais pas si M. Yost ou M. Gay voulaient essayer de faire un bilan de ce que ça a apporté d'un point de vue scientifique, ce rapport, parce que c'était un peu le but aussi. Je vous en prie, je ne sais pas qui veut répondre de vous deux. Oui, je regrette un peu qu'on essaye maintenant de refaire cette histoire avec toutes les polémiques. Mais il est vrai qu'au moment où le gouvernement avait décidé de créer une commission, se pose la question, mais comment on organise cette commission, qui sera nommée, etc. C'est une vieille histoire. Lorsque le Conseil fédéral, au début des années 60, 1960, avait nommé Bonjour pour faire cette expertise qui est devenue finalement 6 volumes de histoire faite par un seul homme, mais évidemment il y avait des critiques, des remarques à ce propos. Pour être bref, certains historiens, et moi j'étais aussi parmi eux, ont regretté que la commission soit créée de manière trop centralisée. On n'avait pas du tout des critiques scientifiques, parce que les personnalités nommées, et notamment le professeur Bergier, avaient complètement notre estime et on croyait à ça, à sa compétence. Ce qui posait problème, c'est la manière d'organiser une commission presque comme dans un ghetto. Ils étaient tous ensemble. Il y avait même à un moment donné, à cause de toutes les polémiques, une sorte de réserve de communiquer avec l'extérieur, même de communiquer avec les pairs, donc les autres historiens. Et ça, c'était dommage. Et deuxièmement, et là on revient peut-être un peu sur la suite, si vous voulez, le résultat de cette commission Bergier, évidemment cette organisation dans un groupe concentré avec une direction unique en quelque sorte a produit après, ou disons à la fin, quand on a dissous cette commission, ces gens étaient un peu dans l'air, ne savaient plus quoi faire. C'est-à-dire, on n'a pas pu profiter de manière efficace de l'expérience d'un groupe de recherche dans le sens d'intégrer ces chercheurs, c'était quand même, tu me corrigeras, mais c'est une quarantaine ou plus, des chercheurs qui ont accumulé un savoir énorme
Et puis, on n'a pas pu les intégrer dans les universités parce que les postes aux universités étaient déjà prises. On ne pouvait pas créer des postes supplémentaires, ce qui veut faire que ce travail énorme et très intéressant de la Commission a, de manière abrupte, Il n'a pas pu être poursuivi comme il l'aurait dû. est tombé dans une sorte de vide, mis à part la polémique qui s'est déclenchée après et qui était quand même essentiellement politique et puis en fait pour un historien pas très intéressant. Vous savez, ces polémiques, on les a eues déjà au XVIIIe siècle, quand on avait découvert quelques documents sur Guillaume Tell qui mettaient en cause un peu l'image classique, mais il y avait une tollée, on ne peut pas critiquer Guillaume Tell quand même. Et puis après, avec Winkelried, on avait la même chose. Et puis au XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, le général Villet, nom de Dieu, je me rappelle encore, quand j'ai osé dire que peut-être ce général n'était pas si génial que ça, c'était de la lèse-majesté. Et puis la grève générale. Le Parlement avait même voulu critiquer une fois ou interdire une thèse qui a été écrite sur la grève générale parce que ça émaillait une image qui a été créée par moins des historiens que, en fait, des journalistes ou des hommes de la communication publique. Alors voilà. Je ne vais pas vous couper la parole, mais vous avez l'impression aussi peut-être pour ce point-là de la réception du rapport qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de... Enfin, si je résume un peu votre pensée, pendant un certain temps, il n'y a pas eu de suite concrète, scientifique, un peu coordonnée, concertée à l'échelle de la communauté historique suisse. Oui, mais c'est aussi très difficile. Regardez, on parle de quoi? Vous dites le rapport Bergier. Mais c'est deux choses, au moins, si pas plus. Il y a le rapport, plus que 1000 pages, et puis il y a 25 livres de 300, 400, 500 pages même qui font des études ponctuelles. Alors, j'ai encore jamais rencontré en Suisse quelqu'un, sauf les membres de la commission, qui a lu vraiment ces 25 volumes. C'est une source inépuisable, quelque chose de superbe, et puis ça va rester de toute façon pour notre patrimoine et pour les historiens. Et d'autre part, il y a le rapport Bergier. Quand j'ai discuté avec les journalistes, je crois la moitié ont avoué clairement qu'ils n'ont pas lu le rapport, mais des résumés qu'on leur a donnés. Et c'est à partir de là que la polémique a commencé. Pour ceux qui critiquaient le plus violemment ce rapport, évidemment, je me suis rendu compte que eux non plus avaient lu le rapport. C'était donc devenu un débat un peu fictif parce que des images ont été un peu perturbées dans la conscience collective. Attendez, Monsieur Pernoud, peut-être sur comment les historiens ont reçu ce rapport, peut-être je crois que vous avez des choses à dire. Oui, puisque j'ai vécu dans ce ghetto que signalait le professeur Yost pendant 5 ans. Voilà. Et pourquoi on était dans ce ghetto? C'était un grand problème. C'était qu'une des caractéristiques essentielles de la commission Bergier, c'était l'accès aux archives privées. Ça a été un combat énorme pour avoir cet accès aux archives privées. Parce qu'en Suisse, l'accès aux archives, c'est un grand problème. Il y a eu d'abord l'accès aux archives allemandes, que Daniel Bourgeois et d'autres historiens ont étudié. Ensuite, l'accès aux archives suisses publiques, ça a duré aussi des décennies. Et ensuite est venue la commission Bergier, qui, elle, avait l'accès aux archives privées. Alors, c'était la décision du Parlement, et on était très reconnaissant au Parlement, que les membres et collaborateurs de la commission avaient le droit de consulter les archives privées. Mais quand nous sommes entrés dans les archives privées, nous avons eu 2 surprises. La première surprise, c'était que nous avions travaillé, un certain nombre d'entre nous, et le professeur Bergier, j'avais travaillé avec lui pour l'édition des documents diplomatiques suisses, le volume 1939-40, on l'a publié en 91, il y avait un journaliste à la conférence de presse. Et 5 ans après, on a remontré ces documents. Un peu plus pour le rapport final de la commission Bergier. Voilà, et 5 ans après, on remontrait ces documents, puis on disait « Ah, mais c'est des scoops !» Mais on disait « Attendez, c'est déjà publié depuis 5 ans !» Mais pendant cette période, on avait constaté qu'il y avait toute une série de problèmes liés aux activités des banques et des entreprises qui se posaient parce que ça ressortait des archives publiques. Alors on avait posé la question aux banques, timidement et poliment, on était à leur demander « Est-ce que ça vous dérangerait si on allait voir vos archives ?» Ah non, 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 non. D'abord, il y a le secret bancaire, et puis de toute façon, nous sommes des entreprises modernes. Nous gérons nos archives, et au bout de 10 ans, les vieux papiers, on s'en débarrasse. Alors, même si vous aviez accès à nos archives, vous n'y trouverez rien. Alors bon, on est reparti
poliment dans les archives publiques, on a continué nos recherches, et à partir du début de 97, à cause de cette décision du gouvernement, on a pu avoir les archives publiques, les archives privées. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était des mètres et des mètres et des dizaines de mètres de papier qui s'étaient accumulés dans les archives et qui étaient encore à disposition. Et là, on avait toute la partie immergée de l'iceberg, si vous voulez, qui apparaissait, toute une série d'informations qui apparaissaient. Pour vous donner qu'un exemple, l'afflux des capitaux étrangers en Suisse pendant cette période-là ne vient pas d'Allemagne ou d'Italie, mais elle vient de France depuis la fin des années 30. Le Conseil fédéral reçoit en 1945 des statistiques de l'Association suisse des banquiers qui lui disent oui, il y a à peu près 1 milliard de capitaux français en Suisse. 1 milliard, c'est déjà important à l'époque. Le Conseil fédéral note ceci, les historiens par la suite notent cette statistique. Quand on va dans les archives bancaires, on apprend, selon un procès-verbal confidentiel de l'Association suisse des banquiers de décembre 1945, qu'ils disent eux-mêmes, en vérité, les capitaux français en Suisse sont au moins 2 à 3 fois supérieurs. Mais il serait dangereux de mener une enquête qui pourrait inquiéter notre clientèle étrangère et nous ne communiquerons qu'une partie des informations au Conseil fédéral. Et donc les historiens sont dans cette situation de déficit d'information. Et quand on va dans les archives privées, on constate que là, il y a toutes sortes d'informations, il fallait étudier ces informations. Mais alors la décision du Parlement était de dire qu'on avait le droit de consulter. Alors les banquiers nous ont dit, oui, vous avez le droit de consulter, mais vous n'avez pas le droit de photocopier, attention. Alors, il y a eu toute une discussion pour finalement, on était obligé, chaque fois qu'on faisait une photocopie, de la faire à double. On signait chaque exemplaire, et un exemplaire restait dans les entreprises privées, l'autre, on pouvait le prendre dans nos instituts de recherche, et ainsi rédiger ces rapports. Et la décision du Conseil fédéral en juin 2001, donc avant la publication du rapport, c'était de dire que ces papiers devaient revenir aux entreprises qu'ils demandaient. Ce qui fait que... tout rendre, en fait. Pardon ? Vous avez tout dû rendre. On a dû tout rendre. Ce qui fait que l'espoir un peu naïf qu'on avait, c'est que peut-être 20, 30 ans après, on pourrait voir cette documentation et d'autres pourraient voir cette documentation pour dire, voilà, il y a tous ces problèmes qui se sont posés, vous pourriez les analyser différemment. Ça n'a pas été possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de publier le maximum d'informations dans ces fameux 25 volumes, et c'est pour ça qu'il y a 11 000 pages, parce qu'on a essayé de publier le maximum. Et c'est clair que c'est tout un pan de la société et de l'économie suisse qui apparaît ainsi, et que ça représente une sorte d'avalanche d'informations nouvelles qu'il est nécessaire d'approfondir, d'analyser, etc. Et depuis ces 10 ans, on peut constater que sur la base des indications de recherche que la Commission elle-même avait données, parce qu'elle savait très bien que son mandat était limité dans le temps et limité du point de vue thématique. Il y avait toute une série de problèmes qu'elle n'avait pas le mandat d'étudier. Mais avec ces informations, on peut commencer à les étudier. Et personnellement, je me réjouis qu'il y ait eu un certain nombre d'études historiques qui étaient menées depuis 10 ans sur une série d'aspects que la commission Berger n'avait pas pu étudier. Pour ça, d'une certaine manière, la commission qui n'existe plus a donné une série d'impulsions qui permettent d'élargir, de nuancer et de compléter ce qu'elle a pu publier pendant les 5 ans de son existence. Je ne sais pas, Sébastien Guès, vous êtes d'accord avec ce constat ? Il y a eu une série d'impulsions. Enfin, est-ce que c'est nécessaire de se baser sur ce qu'a fait la commission Berger pour continuer à faire de la recherche, par exemple, sur l'histoire des banques ou... Donc les apports de la commission Berger sont fantastiques, mais comme l'a souligné plusieurs autres orateurs, c'est un matériel d'une richesse extrême, très volumineux, donc déjà pour se l'approprier, ça demande un gros effort. Bien. Ce qu'on peut, c'est un matériel, disons, aussi qu'il faut souligner, pas évident du point de vue ne serait-ce que technique ou économique à comprendre. Il faut un minimum de connaissances des mécanismes économiques. Et là, il y a, disons, un obstacle à franchir pour les historiens eux-mêmes, pour les étudiants, et encore plus largement pour le public, pour essayer de comprendre ça. Mais disons, c'est pas le problème de fond. Je pense que le problème de fond est le suivant. La commission Berger a fait des apports fantastiques, mais ces apports ne sont pas discutés. C'est ça le véritable problème depuis 10 ans. On est obligé
nous, un certain nombre d'historiens qui continuons à s'intéresser à l'histoire économique et à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de mener des combats d'arrière-garde permanents pour essayer, disons, de dire non, le rapport Bergier, c'est scientifique, c'est correct, etc., etc., sans pouvoir commencer à discuter des véritables problèmes, des zones d'ombre, des lacunes qui sont nombreuses dans le rapport Bergier. C'est tout à fait normal. Je veux dire, l'histoire n'est jamais faite, et en particulier cette histoire est extraordinairement complexe, difficile à comprendre, contradictoire, et donc nous devons, les chercheurs, etc., continuer à en discuter, mais non, nous passons notre temps à essayer de dire non, vous savez, le général Guisan, c'est pas le héros que vous imaginez, etc., etc., et à mener, donc je disais, des combats d'arrière-garde pénibles. C'est un peu, disons, la situation, toute proportion gardée, évidemment, des Galilées et autres qui doivent en permanence essayer d'expliquer que non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse, et qui passent leur temps à publier des mémoires et des articles qui s'épuisent pendant 20 ans à justifier ça, au lieu de pouvoir à continuer à faire de l'astronomie. Donc disons, c'est relativement frustrant du point de vue de la recherche, mais bien évidemment, c'est le but poursuivi par une bonne partie de celles et ceux qui critiquent sous cet angle le rapport Bergier. Alors pour revenir, et je termine là-dessus, il y a des points extrêmement intéressants à discuter dans le rapport Bergier. Par exemple, j'en mentionnerai qu'un pour essayer de vous montrer un peu quels pourraient être des prolongements de la recherche. Disons, une des explications qui est avancée par la Banque nationale suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale pour justifier un des aspects qui a soulevé le plus de polémique et qui est le plus, disons, difficile à comprendre, je dis même pas à justifier de notre point de vue, qui sont les achats d'or nazis de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces énormes achats d'or effectués par d'abord les banques privées, puis à partir de 1941, essentiellement, voire exclusivement par la Banque nationale suisse, des montants très très considérables, puisque si on les traduisait en termes d'aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliards qui sont achetés. Bien, l'explication qui est donnée déjà à l'époque, à partir de 1943, par la Banque nationale, puis qui va être reprise par de nombreux historiens, c'est qu'il s'agissait de lutter contre les dangers d'inflation qui menaçaient la Suisse. On ne voulait pas répéter l'expérience de la Première Guerre mondiale avec la très forte inflation de la Première Guerre mondiale, etc. Bien. Et, disons, cette explication, elle n'est pas véritablement discutée par la Commission Bergier. La Commission Bergier, à mon avis, s'est pas véritablement confrontée à cette explication de la Banque nationale et aux explications reprises par un certain nombre d'historiens. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il y a une lacune. Il faudrait travailler sur cette question. On a les instruments pour travailler sur cette question, pour essayer de montrer à quoi était due l'inflation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça a été dû à la manière dont on a financé les dépenses de guerre? Quelle partie est due a été annihilée par ces achats d'or, etc., etc. Mais ce débat, encore une fois, à ma connaissance, n'a absolument pas eu lieu jusqu'à maintenant, et c'est évidemment infiniment regrettable. J'aimerais terminer juste sur un aspect qui, disons, en tant que, comme vous m'avez défini, je ne sais plus quoi, historien pratiquant, ou je me rappelle plus. Ah ouais, toujours en pratique, voilà. Ouais, j'essaye plus ou moins. Toujours en activité. Toujours en activité. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Alors toujours en activité. Voilà. Ok. C'est ça. Voilà. On peut être en activité comme historien, vous savez, dans le cercueil quasiment. Après la mort, oui, c'est bon. possible. Mais c'est pour ça que ça m'a un peu choqué. Mais bon, je reviens. À ce que je voulais dire, c'est quelle est la réception, c'est une question qui n'a pas été posée jusqu'à maintenant, quelle était la réception dans les universités? C'est-à-dire, est-ce que le rapport Bergier et les 25 volumes, etc., parce que pour moi c'est beaucoup plus important que le rapport Bergier, qui à mon avis est beaucoup moins bon que la plupart des volumes, excuse-moi Marc, mais bon... vous réglerez vos comptes après, peut-être. Pardon? Vous réglerez vos comptes oui. après. Non, mais c'est bon, voilà. Mais pour vous montrer qu'il y a à discuter...
chez les étudiants. Donc, est-ce que ça a stimulé l'intérêt des étudiants de manière générale pour 1. l'histoire suisse, 2. l'histoire économique, 3. éventuellement l'histoire bancaire, financière durant la Deuxième Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, je dois vous dire que le bilan est mitigé. Je dirais même plutôt négatif, et je dois vous avouer qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que finalement, quand j'organise ces dernières années, j'en ai organisé quand même passablement, de séminaires, qu'ils soient pour débutants ou qu'ils soient pour étudiants avancés sur la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ose même pas organiser des choses sur spécifiquement les relations économiques de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est avec un succès qui est très limité. Je sais que ces années-là, j'aurai beaucoup moins d'étudiants que les autres années. Et donc, il y a peut-être un aspect qu'il faut souligner qui est peut-être qu'il y a une certaine lassitude, mais bon, 10 ans après, je vois pas pourquoi les généraux, ils avaient 12 ans à l'époque, ou 10 ans à l'époque, je vois pas pourquoi ils seraient là, les étudiants de ça, bien. Je sais pas, peut-être qu'à table, on discutait tellement du rapport Bergier entre maman et papa, j'en sais rien, mais disons, je vois pas très bien comment c'est possible. Le deuxième élément, et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, et que je voulais dire, c'est que de manière générale, je ne sais pas si Hans ou Elie va être d'accord avec moi, mais disons l'histoire suisse suscite pas un intérêt. Nous sommes, je pense, dans un des pays au monde dont l'histoire nationale suscite le moins d'intérêt. Pour le dire franchement, quand on fait de l'histoire suisse, on est sûr qu'on va avoir beaucoup moins d'intérêt que si on fait l'histoire du Texas. Bien. Alors, ça c'est là. On ira vérifier ça. Oui. Je reprends une de tes formules, donc il ne faut pas me critiquer maintenant. Bien. Je ne sais plus si tu avais dit Texas ou Alabama, mais disons. Peut-être changé d'avis. Voilà. En gros, j'ai une bonne mémoire, tu sais. Donc l'histoire suisse suscite relativement peu d'intérêt. Si on met maintenant avec histoire économique, qui est plus du tout à la mode. Aujourd'hui, c'est l'histoire postmoderne, bien l'histoire des larmes, etc., qui est à la mode. Donc, si vous mettez les deux ensemble, vous avez, disons, relativement peu de succès. Et je crois que ça, c'est une tendance, je dirais pas forcément lourde à long terme, mais disons, on est dans une conjoncture actuellement défavorable à la discussion du rapport Bergier, y compris du point de vue de la stimulation de la recherche ou de l'intérêt chez les étudiants, et évidemment. Mais bon, j'ai la tête dure, on a la tête dure, on continuera, et puis on fera un bilan, les 20 ans du rapport, non, les 25 ans, généralement, on fait du rapport Bergier. On verra s'il y a autant de monde dans la salle. Dominique Dirlewanger, peut-être sur ce point du désintérêt, en tout cas, des étudiants et des Je vais un peu détonner, parce que si Pietro fait partie des pessimistes, moi je fais plutôt partie des optimistes, mais j'ai un avantage sur les historiens qui viennent de parler, c'est que moi, les étudiants sont obligés d'assister aux cours, donc ils ne peuvent pas choisir vraiment l'enseignement et ce que je vais à leur apporter. Non, disons, si on prend juste le manuel qui actuellement est distribué dans les écoles vaudoises et neuchâteloises, il y a quand même un dossier complet sur la Suisse dans la Deuxième Guerre mondiale, avec la question du débat historique, avec la question des relations économiques. Enfin, on aborde aujourd'hui, je crois, cette histoire dans les écoles, que ça soit à l'école obligatoire ou dans le post-obligatoire gymnase. J'ai peut-être un peu plus de doutes ou en tout cas moins d'informations sur les écoles professionnelles où là, je pense qu'il y a probablement quelque chose qui se joue aussi. Mais je pense plus simplement pour avoir fait mes classes il y a une trentaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus enseigner la Suisse dans la Deuxième Guerre mondiale comme on le faisait avec Chevalat il y a 30 ans. C'est tout simplement plus possible. On ne peut pas se limiter à une explication unidimensionnelle avec le rôle de l'armée suisse. Ça ne passe pas auprès des étudiants, des élèves. Si l'illustré choisit Guisan comme haute figure héroïque, je pense que la même enquête sur Twitter révélerait plutôt Roger Federer comme héros national. J'ai peine à croire que la jeunesse aujourd'hui s'identifie beaucoup à Guisan, et tant mieux. Ça montre qu'effectivement ce type d'explication aujourd'hui ne trouve pas forcément un public dans la jeunesse. Ça ne montre pas forcément qu'ils s'intéressent à l'histoire de la Suisse, par contre. Mais... Alors, effectivement, mais bon, vu que j'ai commis un livre d'histoire suisse qui a eu un petit succès, en tout cas d'estime pour son auteur, il s'avère que je pense plutôt le contraire. C'est-à-dire que
en y venant avec justement cet angle, en osant cet angle de l'histoire économique et sociale, on rend compte de l'intérêt chez les étudiants, chez les élèves. Je crois que quand on a un certain nombre d'armes, parce que j'ai aussi une casquette de chercheur, au moment où la commission Bergier travaillait, j'étais engagé par Sébastien Gay sur une recherche du FNS, et en gros, nous, on nous expliquait que comme on n'était pas dans le Sénat, qu'il fallait qu'on attende que les archives se libèrent et que les chercheurs de la commission aient fini de travailler. Donc les historiens en pratique, mais qui n'étaient pas dans les happy few, on a pris un peu de retard. Et dans le même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a un très grand enjeu autour, d'une part, de la dotation de l'histoire à l'école. Je crois que là, les plans d'études et les révisions des plans d'études, en fusionnant maintenant un pôle sciences, histoire et environnement, on perd en lisibilité. Je crois que la formation des enseignants joue là-dedans un rôle éminemment important. Si vous avez vous-même été chercheur, si vous avez vous-même fait de l'histoire économique et sociale, on a un petit peu plus d'aisance pour aborder cette question-là en cours que si on découvre effectivement ce type de problématique dans des ouvrages de vulgarisation, on va peut-être montrer un peu de prudence. Or, je pense qu'il faut plutôt oser. Je pense qu'il faut plutôt rassurer d'une part les enseignants, d'autre part les élèves en donnant du matériel. Et aujourd'hui, mon optimisme se nourrit de cela. C'est-à-dire qu'on a des ressources en ligne. On peut faire une histoire de la réception du rapport Bergier avec les archives de la télévision, de la radio et même de la presse. On a la possibilité aujourd'hui de travailler par le biais des documents diplomatiques sur des sources de première main qui sont sous forme de facsimilés en PDF, qui donc donnent aussi un aspect de matérialité à la source et donc qui permettent aux étudiants et aux élèves d'avoir l'impression de fabriquer un petit peu ou un petit bout d'histoire. Donc de ce côté-là, moi je suis optimiste et sur l'histoire suisse et sur l'histoire économique et sociale. Sur l'histoire bancaire, j'attends une synthèse de Sébastien qui tarde et on se réjouit de la lire et de la transformer et de la recycler en enseignement. Avant le cercueil, si possible. Non. Avant le cercueil, si possible, alors. Avant le cercueil, la synthèse. Non, pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas si puisqu'on parle justement de la réception au niveau scolaire, si on pourrait peut-être juste évoquer un petit peu la question des manuels scolaires, enfin si ça a encore une pertinence aujourd'hui, sur le cas de l'histoire suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Si Marc, tu veux parler du... Monsieur Pernoud, vous avez eu une expérience dans ce domaine, je crois. Oui, oui. Disons, il y a par exemple des collègues neuchâteloises qui ont, avec les éditions, je ne veux pas faire de publicité, mais ils ont une maison d'édition française, ont fait un nouveau manuel d'histoire du XXe siècle dans lequel il y a plusieurs chapitres qui concernent la Suisse et qui concernent dans lequel les résultats de la commission Bergier sont intégrés. Peut-être ce qu'il faut dire aussi par rapport à l'orientation des travaux de la commission Bergier, pourquoi ça a aussi signifié une certaine rupture. Il y a eu l'aspect économique et financier, qui était cet aspect qui était relativement mal connu auparavant. Un autre aspect qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a cette perspective qui est orientée aussi vers la perspective des victimes de l'histoire. Et que, disons, Jean-François Bergier était le représentant en Suisse bien avant d'être le président de la commission de ce qu'on appelle l'école des annales, qui ne fait plus de l'histoire bataille, mais l'histoire des longues tendances de l'histoire des gens, l'histoire de la population. Et tout ça se reflète aussi dans une série de travaux de la commission, évidemment dans le rapport sur les réfugiés, mais aussi dans d'autres rapports, par exemple l'étude auquel j'ai aussi participé sur les avoirs en déshérence, qui concerne les avoirs en déshérence dans les banques suisses, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement l'histoire bancaire en regardant les grands problèmes macroéconomiques, c'est absolument indispensable de le faire, mais en particulier dans cette période, et c'est la période du national-socialisme avec l'extermination des Juifs d'Europe, qui pose le problème aussi des clients des banques qui ont été ensuite victimes d'expropriation, victimes du phénomène de ce qu'on appellera les avoirs en déshérence. Et c'est cette orientation sur les victimes de l'histoire qui caractérise aussi les rapports de la commission Bergier. Ça s'insère dans un mouvement général qui ne concerne pas seulement la Suisse, mais qui concerne aussi d'autres périodes. Parce que dans les débats qui ont suivi, on a aussi parlé au cours des années récentes des problèmes des relations avec l'Afrique du Sud. Et là, je regrette que
il n'y ait pas eu les mêmes possibilités que pour la commission Berger. Il y a aussi la question de l'esclavage et aussi du fait que, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à l'esclavage, les recherches d'éminents collègues ont montré que des Suisses étaient aussi impliqués dans l'esclavage. Donc, il y a tout un changement de paradigme au cours des dernières années où on s'intéresse à d'autres aspects de l'histoire et que ces aspects qui auparavant étaient écartés, occultés ou oubliés reviennent au centre de la problématique. Et le résultat de ça, c'est qu'il y en a une autre vision de la Suisse. Pendant des années, il y avait la vision de la Suisse « Balcon sur l'Europe ». C'était le livre fameux du grand journaliste Pierre Béguin, qui a marqué une certaine génération. Et maintenant, ce qu'on peut montrer avec les analyses de la commission Berger, c'est que la Suisse n'est pas tellement un balcon sur l'Europe, mais un carrefour européen, carrefour des flux financiers, carrefour des déplacements humains, carrefour des déplacements de marchandises, carrefour du transit à travers les Alpes. Et c'est tout cela qu'il faut examiner quand on veut examiner comment la Suisse a pu traverser cette période particulièrement dramatique de la Deuxième Guerre mondiale et de la période du nazisme. Et ça signifie donc d'autres méthodes d'analyse de l'histoire et ça signifie une évolution qui est une évolution générationnelle qui concerne la Suisse mais aussi d'autres pays. Et cette évolution, ça prendra un certain temps à ce qu'elle s'étende à d'autres aspects de la société suisse, mais aussi à d'autres aspects de l'historiographie suisse. Et Jean-François Berger disait, en se basant sur l'expérience de collègues étrangers, qu'il estimait qu'il fallait à peu près 25 ans entre le moment où un historien publie une information et une analyse novatrice, qui renouvelle les perspectives, et le temps où ça devient quelque chose qui est intégré dans la population, chez tout le monde en fait. Alors on a encore 15 ans pour continuer le travail. Qui est encourageant. Pietro Boschetti, je crois que vous avez réagi à un point particulier. Pardon. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu soulignes, Marc, je pense que c'est tout à fait important, mais l'exemple de l'Afrique du Sud est, c'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait exemplaire de ce que je voulais illustrer tout à l'heure, c'est que contrairement à la période de la commission Berger, où par le débat qui a précédé, les pressions qui se sont exercées, etc., en quelque sorte, les autorités politiques étaient sous pression, elles ont dû prendre un certain nombre de décisions. Dans l'affaire de l'Afrique du Sud, les archives ne se sont pas ouvertes, elles se sont fermées, suite à une décision politique. Et Dieu sait, vous pouvez en parler d'ailleurs bien plus précisément que moi, puisque plusieurs d'entre vous participiez à cette étude, sauf erreur. Mais je veux dire, justement, la réaction politique, c'est ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La réaction politique était, on a déjà eu la commission Berger, on ne va pas recommencer avec l'Afrique du Sud. Alors moi, je suis tout à fait convaincu avec toi, tu as fait raison, c'est que, et Dieu sait si la commission Berger, le rapport Berger a ouvert des perspectives, représente un matériel fantastique et qui est malgré tout, et puis c'est heureux, en tout cas exploiter, étudier, travailler dans les universités. Bon, je suis désolé qu'effectivement, apparemment, l'engouement pour l'histoire suisse et pour ces questions-là, apparemment, n'a pas un impact très grand sur les jeunes générations. Je ne sais pas, je ne peux pas en juger. Mais moi, ce qui m'inquiète, et c'est là où je vois un retour en arrière absolument inquiétant, c'est que du côté des autorités politiques, avec les majorités politiques que connaît ce pays, c'est pas vraiment étonnant, les archives se referment et ne s'ouvrent pas. Sur ce plan-là, on n'a rien compris. Je sais pas, peut-être juste avant de donner la parole à la salle, Madame Dreyfus, je crois que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le cas de l'Afrique du Sud notamment. Sur le cas sud-africain, oui. Mais j'aimerais peut-être juste dire l'intérêt pour l'histoire suisse en général. Moi, j'ai eu la chance de vivre au fond plusieurs moments forts de la confrontation à l'histoire pendant que j'étais au Conseil fédéral, puisque j'étais en charge de la commémoration de la fin de l'Ancien Régime et de la Suisse moderne de 1848, que j'étais en charge avec M. Oguide, M. Coty, de l'accompagnement, de la tutelle, si on peut dire, bienveillante, du parapluie qu'on a essayé de mettre sur la commission pour qu'elle puisse travailler en toute sérénité, et que j'étais responsable de proposer les projets nationaux de recherche, et donc le fameux projet auquel on a ajouté le module, et dans ce sens-là, c'est plus contradictoire que vous le dites,
on a ajouté un module Afrique du Sud au programme sur l'histoire contemporaine, mais en même temps, effectivement, il y a eu une décision que je déplore sur l'accès ou le non-accès aux archives, et ça montre bien, ça illustre d'ailleurs en partie ce que vous dites. Les fonds en déshérence qui ont été le point de départ, il faut pas l'oublier, de toute l'aventure de la commission Bergier. Les fonds en déshérence, c'est une histoire vieille de 50 ans, au moment où elles éclatent, avec les revendications du Congrès juif mondial. Et il y a quasiment plus personne qui est en tout cas en activité à ce moment-là, qui est concerné par l'activité bancaire pendant la guerre, avant la guerre, pendant la guerre et en 1945. Et il y a une certaine distance. Alors, et puis il y a une très forte pression, effectivement, des États-Unis contre le secteur bancaire, avec des États qui retirent leur argent et une pression politique du gouvernement américain sur la Suisse. L'Afrique du Sud, c'est beaucoup plus récent. De nombreuses personnes qui ont encore agi très directement, je dirais, pour simplifier les choses, en faveur de l'État d'apartheid, sont au pouvoir ou vont même y arriver après coup. Je pense à M. Blocher et à M. Merz, pour être très précise. Voilà. Donc ils sont encore là, c'est les membres de l'association Suisse-Afrique du Sud, c'est des gens qui ont essayé, qui ont conseillé le gouvernement sud-africain, qui ont certainement trouvé ou essayé de trouver des moyens de contourner l'embargo international sur l'Afrique du Sud. Et donc, il y a un risque direct que ces personnes soient condamnées, enfin traînées devant la justice à la limite, ou en tout cas considérées comme des personnes directement responsables encore d'un événement extrêmement qui a pris fin il y a très peu de temps à ce moment-là, qui est la fin du régime d'apartheid. Et il y a à ce moment-là aussi un groupe, donc le régime sud-africain, Mandela, dit « Pour nous, l'affaire est terminée. Nous ne revendiquons rien des pays qui ont soutenu l'apartheid. Nous commençons un nouvel État, une nouvelle société, la société arc-en-ciel. Nous héritons de tout ce qui a été le passé, mais nous allons de l'avant. Donc nous ne réclamons rien de personne. » Déclaration vraiment officielle de l'État sud-africain. En même temps, il y a des groupes de victimes de l'apartheid qui disent « mais on va s'inspirer de ce qui s'est passé aux États-Unis ». On a des avocats qui viennent d'ailleurs nous turlupiner en nous disant « vous pouvez gagner des millions, nous garderons un tiers, mais ça fait rien, ça fera quand même 2 tiers pour vous si nous sommes victorieux dans une class action ». Et il y a des groupes qui, à ce moment-là, entrent dans une class action. Et effectivement, de la part du Conseil fédéral, pour autant que je m'en souvienne, disons de façon plus générale, la question se pose, est-ce que nous voulons fournir aux militants de la class action des éléments de preuve qu'ils n'ont pas actuellement pour attaquer la Suisse et le système bancaire et les entreprises suisses? Et à ce moment-là, la décision est prise de dire nous payons des recherches, je crois que je ne me rappelle plus combien de millions on a mis dans le paquet, 2 millions qui ont été ajoutés au paquet initial à ce moment-là, et c'était ma proposition, ma décision, et j'aurais voulu aller plus loin, mais à ce moment-là, il y a un veto. Nous ne pouvons pas entrer aujourd'hui dans cette recherche historique, nous sommes en conflit éventuellement aujourd'hui avec des victimes de l'apartheid. Voilà pour expliquer les choses, non pas pour les endosser forcément, mais c'est ainsi que la décision a été prise. Et dans ce sens-là, il y a plus qu'une nuance peut-être de temps, d'actualité, etc., entre l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale et l'affaire de l'apartheid. D'accord, peut-être Sébastien Gué encore. J'aimerais, si vous me permettez, ajouter juste 2 mots à ce que vient de dire Mme Dreyfus, parce que j'ai été directement concerné, puisque j'ai dirigé, disons, la recherche centrale sur les rapports entre la Suisse et l'Afrique du Sud, puisque j'ai dirigé la recherche qui portait sur les rapports économiques, bancaires, financiers, etc., entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Et donc, j'aimerais juste préciser 3 choses. La première chose,
il n'y a pas eu fermeture complète des archives. C'est une partie des archives qui nous a été fermée. Mais une partie très importante, puisque c'était toutes celles qui concernaient les investissements. Et là, disons, elles nous ont été bien fermées. Les archives, c'était un très gros handicap parce qu'on n'a pas pu vraiment travailler sur le volume des investissements suisses et sur les échanges financiers, les prêts, tout ça, entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Et croyez-moi que ces prêts, ces investissements étaient très élevés et ont été... on ne peut pas aller justement plus loin par manque d'archives, mais ont été... un apport considérable pour l'Afrique du Sud. Mais je voulais revenir à nos points de départ, c'est qu'il n'y a pas eu fermeture complète des archives, ce qui a été grave. Et je crois que ce qui est grave, c'est pour ça qu'il y a eu protestation de la Société suisse des historiens, qu'on s'est fendu de nombreuses lettres, etc. Bien, et que pour nous, c'était aussi particulièrement grave, c'est que c'était des archives publiques qui étaient fermées. Dans le cas de la commission Bergier, on a l'inverse, on a l'autorité politique qui dit aux entreprises, vous devez ouvrir les archives. Et mesdames et messieurs, c'est extrêmement important parce que l'expression qu'a utilisée Marc Pernoud est absolument juste en Suisse. L'histoire suisse, c'est un iceberg. Et la partie publique, alors j'exagère un peu, c'est un iceberg particulier. Disons que la partie émergée, c'est 30% et pas 10%. Mais disons, la partie immergée, c'est-à-dire la partie des archives privées, est une composante décisive de l'histoire suisse et celle-ci, nous n'y avons pas accès. Donc là, c'était extrêmement important que le pouvoir politique, évidemment, ouvre les archives. Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'était évidemment très ennuyeux pour nous parce que, c'était une décision portant sur les archives publiques et évidemment que les archives privées, parce que nous avons demandé les archives de l'UBS et du Crédit Suisse, évidemment, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais enfin, le Conseil fédéral lui-même vous ferme les archives, nous n'allons pas exactement vous les ouvrir. Donc ça, c'est, disons, un aspect qui était très désagréable en ce qui concerne l'Afrique du Sud. Maintenant, encore une autre toute petite précision. Toutes ces recherches, malgré ça, dans les archives publiques, parce que les archives publiques sont très riches en Suisse, c'est un instrument de travail formidable. Les archives, contrairement à toute une série de pays, il faut le signaler, de la Banque nationale, sont ouvertes, ce qui permet de faire un travail considérable. Pour avoir travaillé dans les archives dans d'autres banques centrales, je vous promets que c'est pas aussi simple du tout qu'en Suisse. D'avoir accès, par exemple la Banque de France, c'est beaucoup plus compliqué, ou en tout cas c'était beaucoup plus compliqué jusqu'à peu, et donc là il y a un matériel fantastique. Et pour donner un seul élément qui vous montre l'importance de ces recherches, grâce à notre recherche sur l'Afrique du Sud, on a pu montrer par exemple une chose, et on aimerait bien continuer, c'est le rôle fantastique de la Suisse sur le marché international de l'or, où il y a une concurrence dès 1950 entre Londres et Zurich pour le contrôle du marché international de l'or. Et en 1968, en mars 1968 pour être plus précis, les banques suisses l'emportent sur leurs concurrentes de la City et deviennent le centre du marché international de l'or, un marché extrêmement important. Et vous connaissez tous l'évolution du prix de l'or, etc., etc. Disons que c'est pas une marchandise banale. Et la Suisse joue donc un rôle très important dans ce domaine. Voilà ce que je voulais dire pour pas allonger. Il y a une motion de Carlos Ormaruga, et là, qui a été déposée il y a quelques mois, demandant la réouverture, enfin l'abolition de la décision du Conseil fédéral dont parlait Madame Dreyfus, de fermeture partielle des archives. La justification de la fermeture partielle, c'était que ça pouvait nuire aux intérêts d'un certain nombre de grandes entreprises suisses, UBS, Crédit Suisse, etc. Or, les plaintes ont été, disons, les entreprises suisses ont été, pour le moment, disculpées, elles ont été écartées, elles ne font plus partie de la plainte collective. Donc, en principe, on devrait assister maintenant à l'ouverture de ces archives, mais je suis plus pessimiste parce que le Conseil fédéral, dans sa réponse, dit oui, mais attention, il pourrait y avoir d'autres plaintes.
Alors là, vous comprenez ce que je pense que Pietro a en partie raison. Là, il y a de nouveau un retour en arrière, si j'ose dire, un recul, voilà comment ça se dit en français, un recul, dans la mesure où, évidemment, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, des plaintes peuvent être déposées contre l'UBS. Ça, personne ne peut jamais dire qu'il n'y aura jamais de plainte qui sera déposée dans les 100 ans à venir ou dans les 1000 ans à venir contre n'importe quelle entreprise. Donc avec ça, vous pouvez justifier la fermeture de ces archives pendant encore un siècle. Donc disons là, on a quelque chose d'un peu délicat, disons. J'espère qu'elles seront ouvertes, mais pour le moment, j'espère. Voilà, alors on y reviendra peut-être pour un autre cours public un jour, je ne sais pas. Je crois que maintenant ça va être à vous, donc je vous demanderai juste voilà, de faire signe au jeune homme là-bas qui a les micros, qui puisse vous voir. Je crois qu'il y a un monsieur ici qui va être le premier à intervenir, juste là, dans la rangée. Oula. Voilà, je vous demande un tout petit peu de patience, vous êtes nombreux. Là-bas, monsieur. Monsieur avec le pull noir. Le pull noir avec un col en V. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voudrais rendre hommage aux historiens qui sont l'intelligence de cette Assemblée et dire ceci. Je suis né le 1er janvier 1921, donc j'ai connu 3 périodes. La période 40-45, la période du rapport Bergier et aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'interroge. Est-ce que je dois être triste ou rigoler? Je préfère rigoler. Merci, monsieur. Je sais pas. Voilà, je crois que ça. Bravo. Quelqu'un d'autre? Je vous en prie, soyez pas timide. Monsieur ici. Monsieur ici, au deuxième rang. Bonsoir. Je m'aperçois que je n'ai pas mis la cravate sans laquelle le professeur Bergier ne se déplaçait jamais, sauf en vacances. Je vous prie de m'en excuser. Enfin, comme le professeur Pernou, je remercie les autres intervenants de me mettre à l'aise. Je n'ai pas de questions, j'ai cependant quelques mots à vous dire. Je suis le fils du professeur Bergier. Par conséquent, comme vous l'avez dit, comme bien d'autres jeunes Suisses, les travaux de la commission, j'en ai soupé. Et dans tous les sens du terme. Il ne m'appartient pas de juger le débat scientifique aujourd'hui, mais je ressens quand même le besoin de dire quelques mots pour défendre la mémoire de mon père. J'ai vu de nombreuses attaques, notamment ces derniers jours, non pas seulement contre les travaux, mais aussi de manière indirecte contre sa personnalité. On a parlé de crimes de lèse-majesté contre les historiens, du fait de l'élection du général Guisan comme le héros national. Je pense que mon père aurait voté pour le général Guisan. J'aimerais vous dire qu'il a toujours été convaincu, avant ses travaux, par la thèse officielle. Ce que j'ai toujours su, moi, de la guerre, c'est qu'on tirait sur les Allemands et on faisait semblant de tirer sur les Anglais. Donc, j'ai beaucoup lu sur les a priori qu'aurait eu la commission, je ne sais pas pour les autres membres, mais je peux vous dire que les préjugés de mon père, les a priori avec lesquels il est rentré dans ce travail, eh bien, c'était plutôt ceux de la population en général. Il croyait vraiment à la thèse du réduit national et je ne pense pas d'ailleurs que, là c'est aux historiens de parler, mais je ne suis pas sûr que les travaux de la commission aient vraiment remis cet aspect des choses en question. Ils l'ont peut-être resitué dans son contexte, mais je ne crois pas qu'il y ait de remise en question. Il n'y a pas de remise en question de tous nos grands-pères, ceux qui ont été sur le front, et de l'attitude de la population en général. D'un point de vue personnel, j'aimerais vous dire que mon père était de droite. Il aurait voté pour une dame, je ne sais pas si elle est là, donc je ne dirai pas son nom, mais qui est une de celles qu'il a beaucoup critiquées ces derniers jours. Ce qui, à mon sens d'ailleurs, démontre la naïveté dont il a toujours fait preuve en politique. On lui a beaucoup reproché de ne pas avoir tenu compte des témoignages oraux.
Bien sûr, puisque au fond, même son propre témoignage devait être remis en doute. Et je ne crois pas que c'était le travail des historiens, ni le mandat, mais surtout que ça les aurait entraînés beaucoup trop loin. Alors on reproche aujourd'hui à certaines personnalités de gauche de s'être emparées du débat, notamment du débat de ce soir. Moi je crois que plutôt ce que nous devons regretter, ce qu'il regrettait lui, c'est que d'autres personnalités de droite ne se soient pas emparées du débat, ou en tout cas de manière plus sérieuse. Mais je crois qu'il serait aujourd'hui très heureux, au fond, de voir d'abord le public nombreux qui est là. Je crois aussi que ce qui est important, ça n'est finalement pas les séminaires que quelques spécialistes vont avoir. Ce qui est important, c'est ce que nous répondront les jeunes de 20 ans sur leur image. Et je crois qu'elle a changé et qu'elle est peut-être un peu plus conforme à la réalité, même si, comme vous l'avez dit, l'histoire n'est jamais finie. Alors, bien sûr, on a vu des critiques de personnes qui ne connaissent pas. Moi, j'ai vu des critiques avant même que le rapport soit publié. J'ai vu certaines personnes réagir. Aujourd'hui, je vois des critiques de gens qui ne sont manifestement pas historiens et pas compétents, qui remettent en cause, parce que oui, c'est vrai, on peut toujours tout remettre en cause, y compris l'honnêteté d'ailleurs de ceux qui critiquent. On vous a reproché de ne pas avoir invité une longue liste de personnes. La liste, on peut toujours l'allonger. Il faut voir au fond quelles sont les critiques. Malheureusement, je n'en entends pas tellement sur le fond parce que je crois qu'il aurait été le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je crois qu'il aurait été le premier à apprécier un débat peut-être plus constructif, plus scientifique, et non pas tellement polémique, d'autant plus qu'il y a des impressions, des choses qui ont été mal comprises. Comme je vous le dis, il a accepté ce travail pour deux choses, je crois. D'une part, parce qu'il était un patriote, et que ce patriotisme ne s'est pas seulement manifesté au moment d'accepter la présidence de la commission. Toute sa vie, alors qu'il était simple appointé, je vous vois tendre la main, il a fait une carrière militaire dans l'état-major, au fond comme simple appointé, qu'il a continué bien au-delà de l'âge à laquelle la plupart d'entre nous avons rendu les armes. Et puis, il a toujours été très soucieux de faire un lien entre l'histoire et le présent. Je crois que ça s'est manifesté tout au long de sa vie dans le choix de ses cours, puisqu'il n'a jamais répété 2 années de suite le même cours. Je me souviens, par exemple, au moment des événements de Pologne, qu'il a fait un cours sur l'histoire de la Pologne. Et puis, ça se manifestait dans cette passion de se promener avec lui en voiture. Il connaissait tous les villages, toutes les montagnes. Il savait ce qu'on avait produit, avec qui il avait des relations. Et finalement, ce que moi je regrette, et lui aussi je crois, c'est que la commission l'a éloigné de sa passion, l'a épuisé, l'a vidé de ses forces, et que jamais il n'a écrit un livre sur les chemins des Alpes, qui était le sujet qu'il avait en tête depuis 20 ans. C'était, moi je l'ai toujours traité de médiéval. Il n'était pas un spécialiste de l'histoire de la dernière guerre, qui n'était pas sa passion au départ. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, et surtout à tous les jeunes, mais pas seulement aux jeunes et aux vieux, il a contredit une partie de l'opinion publique. N'importe quel gauchiste peut faire ça. Pour ça, il n'y a pas de raison d'être fier. J'ai, moi, une raison d'être fier de ce travail, c'est qu'il a su remettre ses propres opinions en cause. Et je crois, en plus des apports historiques, que s'il y a bien une leçon à retenir de tout ça, c'est celle-là. Et c'est ça qu'il faut transmettre aussi à nos jeunes étudiants. Merci, M. Berger. Peut-être juste avant la prochaine question, moi j'en ai juste une très très rapidement à Madame Dreyfus. On nous a rappelé que M. Berger était médiéviste,
Donc l'histoire contemporaine du XXe siècle, ce n'était pas son domaine de prédilection. Vous pouvez juste me rappeler pourquoi vous l'avez choisi, lui, très brièvement? Parce qu'il était un représentant de l'école des Annales, parce qu'il était un spécialiste du travail sur archives également, parce qu'il avait une réputation internationale, je dirais, d'intégrité professionnelle qui était absolument indiscutable. Et nous l'avons choisi, je dirais, pas directement parce que, mais ça a joué un rôle finalement que lui-même ne soit pas un spécialiste de l'histoire du XXe siècle. Donc il n'est pas seulement médiéviste, puisque son cours, le cours que moi j'ai eu la chance de suivre, était un cours sur l'industrialisation de la Suisse et sur le XVIIIe siècle suisse. Mais le fait qu'il ne soit pas un spécialiste de l'histoire du XXe siècle ou de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale était finalement pour nous aussi un avantage. On aurait pu avoir d'autres présidents dont le fait qu'ils étaient plus directement concernés par cette période ou par l'histoire des idées en Suisse, etc., aurait peut-être empêché de faire ce travail, aurait empêché peut-être l'opinion publique nationale et internationale de les reconnaître dans leur intégrité. Ouais, Monsieur Pernoud, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, puisque, bon, à la suite de ce que vient de dire le fils de Jean-François Bergier, je peux dire aussi que c'était fascinant de travailler avec lui, parce que j'ai travaillé avec lui, comme j'ai dit, avant, 6 ans avant les travaux de la commission pour les documents diplomatiques suisses, et c'était déjà une personnalité considérable et très stimulante. Et après, quand on a commencé à travailler à partir du début de 97 ensemble, il faut quand même rappeler quelque chose, parce que ça fait un peu ancien combattant, mais enfin, allons-y. À l'époque, il était membre de la commission culturelle de l'UBS. Alors certains, un conseiller national en particulier, dont j'ai oublié le nom, avait dit « Ah, celui-là, de toute façon, il ne ressortira rien de sa commission, c'est un vendu aux banques, au grand capital, aux exploiteurs, etc. » Et puis, c'était l'image qu'il donnait. Donc il a démissionné de cette commission qui attribuait des prix culturels, mais qui n'avait rien à faire dans les affaires de l'UBS. Deuxième chose, c'était, à ce moment-là, il y a eu une fameuse émission de la BBC avec un témoignage de quelqu'un qui avait affirmé en 1943 avoir vu des trains vers les camps de la mort qui passaient par Zurich. La commission a eu ce témoignage, comme l'ensemble de la population, et a examiné ce témoignage, a montré qu'il y avait une erreur, que probablement cette personne confondait avec une autre année, en 1945 peut-être, des survivants des camps qui venaient en Suisse, etc. Donc ça montrait aussi la fragilité du témoignage. Et la commission a, si vous voulez, de ce point de vue-là, fait toute une étude qui a montré que les témoignages devaient être confrontés à des sources écrites et que ces accusations massives, médiatiques et mondiales contre la Suisse à ce moment-là, on les a démenties et donc l'image de la Suisse, de ce point de vue-là, a été nuancée. Alors tout ce processus a fait que, comme j'ai dit, on a commencé à travailler dans les archives et on s'est rendu compte de toute une série de problèmes, les archives suisses privées mais les archives étrangères, et on voyait que quand, par exemple, on peut calculer que les 4/5 des relations extérieures de la Reichsbank du temps du Troisième Reich passent par la Suisse, on se rend compte que la Suisse, ce n'est pas un petit pays comme ça, perdu au milieu de l'Europe, mais c'est un élément important de la Deuxième Guerre mondiale parce que ça joue un rôle important dans les relations internationales. Alors en Suisse, on fait tout avec beaucoup de discrétion, tout cela est entouré du secret bancaire, et ça n'apparaît pas dans l'opinion publique, dans la population. Mais là-dessus, le professeur Bergier a toujours insisté sur le fait qu'il y ait le secret bancaire fait que l'immense majorité de la population n'était pas au courant de ce qui se passait dans les banques, dans les négociations internationales à Berlin ou à Rome pendant toute cette période. Et que ce qui était en jeu, ce n'était pas de discuter de ce qui se passait dans les familles vaudoises ou dans la jeunesse à Saint-Gall, etc. Mais c'était de savoir quelles étaient les relations économiques et financières de la Suisse avec les autres pays pendant cette période. Et c'était ça le cœur du mandat de la Commission.
Alors c'est là-dessus que le rôle du professeur Bergier était indispensable, parce qu'il avait une connaissance pluriséculaire des grands développements de l'histoire économique. Par ses contacts internationaux, auparavant, il était en contact avec des gens comme Guérémec, qui était aussi un spécialiste de l'histoire des pauvres à travers les siècles. Donc il avait toute la sensibilité, la connaissance pour examiner les problèmes qui étaient au cœur du mandat qui avait été déterminé en fonction des lacunes de l'historiographie, lacunes qui étaient apparues de manière extrêmement béante à partir de fin 95, début 96. Et c'est pour ça que la commission a été créée, c'est pour ça qu'elle a traité certains sujets et d'autres, la vie quotidienne, la politique de défense nationale, la politique de neutralité, qui ne faisaient pas partie de son mandat, elle s'est basée sur les recherches qui ont déjà été publiées par d'autres éminents historiens pour faire cela. Et alors, au cours de ce processus qui a duré 5 ans, effectivement, on n'avait pas la possibilité d'avoir toujours tous les contacts avec d'autres historiens qu'on avait pu voir, mais il y a eu tout un travail de discussion intense et qui a amené, comme cela vient d'être très bien dit, le professeur Bergier a évolué sur une série de questions parce que lui, qui avait aussi vécu comme jeune cette période, avait gardé certaines images qui étaient les images qu'on avait diffusées dans la population. Mais quand on travaille dans les archives privées, on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'autres aspects structurels de l'histoire économique et financière de la Suisse, et c'est cela qui l'a amené à évoluer. Et de ce point de vue-là, il y a une évolution personnelle, mais il y a aussi, je dirais, quand on lit les travaux de la commission Bergier, des instruments pour comprendre comment fonctionne la Suisse de manière générale, pas seulement pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, mais d'autres aspects aussi. Et par exemple, ce qui avait frappé aussi beaucoup le professeur Bergier, c'était au fond cette sorte de vacance du pouvoir politique face au milieu d'affaires. On voit pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a un certain nombre de phases dans lesquelles le gouvernement pourrait prendre des décisions, dire voilà, ça, on devrait le faire. Il ne fait rien contre la Banque nationale, alors que les Alliés disent à n'en plus finir dans les médias, dans les notes diplomatiques dès la fin de la guerre, arrêtez de reprendre de l'or du côté de la Reichsbank. On vous dit que c'est de l'or pillé. Ah non, on ne pense pas. Il y a la bonne foi qui dit qu'ils nous ont dit que ce n'était pas de l'or pillé, c'est pas de l'or pillé. Alors ça dure, ça, et puis à la fin, ça continue. Alors on peut dire, c'était la menace militaire, si on n'acceptait pas cet or pillé, les Allemands allaient envahir la Suisse. Mais après la guerre, vous avez quand même le problème que vous avez cette problématique des avoirs en déshérence. À ce moment-là, les avoirs en déshérence sont discutés pendant les négociations de Washington en 1946, et les diplomates suisses qui ne sont pas avec des banquiers à ce moment-là, parce que les banquiers étaient relativement discrédités vis-à-vis des Alliés, les diplomates suisses acceptent de signer un engagement à examiner avec bienveillance la question des avoirs des victimes de l'ancien gouvernement allemand, pour reprendre la formule. Je crois qu'ils ont été mal reçus à leur retour au pays par les banquiers. Alors justement, je vois que vous êtes bien informés, ça fait plaisir. Effectivement, quand ils sont revenus en Suisse, les diplomates ont été confrontés au problème des milieux bancaires qui ont dit « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un secret, une violation du secret bancaire. Si on introduit des mesures législatives dans ce domaine-là, le secret bancaire va s'effondrer, vous n'y songez pas. » Alors bon, ça a duré un certain temps, jusqu'en août 1947, et en août 1947, les banquiers reviennent à Berne et disent « bon, maintenant c'est fini, vous arrêtez avec ces histoires, messieurs les diplomates, vous avez prévu un dispositif législatif, mais les Américains s'en fichent maintenant, regardez, il y a la menace soviétique, il faut arrêter avec cela, et puis on ne va plus se mettre à genoux devant les Alliés comme on s'est mis à genoux en 1945-1946. Et puis à ce moment-là, les banquiers disent, les diplomates disent oui, mais quand même on a signé un pacte en 1946, il faudrait l'abétir. Puis alors la réponse c'est de dire oui, vous arrêtez maintenant, parce que si vous continuez, on va vers le gouvernement, on va vers le Parlement, on va vers la presse et on va leur expliquer que cette recherche des avoirs en déshérence, c'est une menace sur la place financière suisse. Alors à ce moment-là, le gouvernement revient en arrière et puis on archive les dossiers et puis on voit que le début de la guerre froide va donc mettre un terme à cette recherche
des avoirs en déshérence et que c'est bien plus tard, 50 ans après 89, la chute du mur de Berlin, dans les années 90, que ces problèmes ressurgissent, d'abord des archives des Alliés, mais ensuite des archives suisses. Alors c'est cette évolution que le professeur Bergier a constatée en disant, voilà, ce qu'il appelait cette vacance du pouvoir politique, disait, dans la question des avoirs en déshérence, il n'y avait pas de menace militaire sur la Suisse à ce moment-là, mais s'il y avait eu une attention au sort des victimes, on aurait dû trouver des dispositifs législatifs et administratifs qui permettent, sans ouvrir les banques et à toutes les investigations externes, on aurait pu trouver une solution. Alors c'est tous ces deux éléments que je viens de citer, on pourrait en citer d'autres, qui ont fait que pendant ces 5 ans de travail de la commission, il était, disons, fascinant de voir comment le professeur Bergier a évolué. Et bon, certains ne lui pardonnent pas, mais personnellement, je lui en suis très reconnaissant. D'accord. Je crois que je propose peut-être une chose, comme l'heure avance, on va prendre un peu les mains de qui veut intervenir, poser une question. Si vous avez encore là, monsieur. Quelqu'un d'autre après? Je vous écoute, monsieur. Merci, bonsoir. J'aimerais votre avis en tant qu'historien ou journaliste sur la manière dont l'histoire est enseignée dans l'école primaire en Suisse, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes satisfait, 10 ans après le rapport Bergier? Est-ce que c'est enseigné de manière objective? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire, certains sujets qui devraient être abordés plus profondément? Et aussi, si vous pouvez aussi avoir une réaction par rapport à la publication en 2006 de In Schauen und Nachfragen, qui avait provoqué quelques lires de l'UDC et certaines personnes qui disaient que le livre était trop basé sur le rapport Bergier et que le rapport Bergier se concentrait sur un réfugié refoulé à la frontière alors qu'il ne prenait pas en compte les 99 autres qui avaient été acceptés par la Suisse. Est-ce qu'on est toujours dans cette configuration où certains partis politiques préfèrent, disons, enterrer certaines phases plus sombres de l'histoire suisse plutôt que de l'enseigner aux enfants? Merci. D'accord, je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient répondre. Monsieur Yost, là. Peut-être pas sur l'école primaire, mais... On ne peut pas répondre à vos questions parce qu'il y a toute une histoire derrière, alors j'essaie d'être bref. Vous savez, l'histoire à l'école, c'est quand même un enjeu politique. On ne peut pas, en quelque sorte, sortir cette histoire à l'école des enjeux, des rapports de force dans le politique. Et moi, j'ai vécu 2 ou 3 procédures pour construire ou rédiger un manuel scolaire. C'est énorme, les différentes tensions qui s'expriment là-dedans, les différentes sensibilités. Et en fin de compte, c'est quand même le gouvernement qui aura le dernier mot. Alors, pour le dire un peu de manière rapide et puis caricaturale, les gouvernements n'aiment pas l'histoire. Hein? Les gouvernements, ils aiment beaucoup le folklore historique, hein? Les discours de 1er août. Mais évidemment, une histoire, disons, qui respecte les règles scientifiques, a toujours un brin critique. C'est inévitable, parce que la science est une approche critique à la réalité. Et puis, une approche critique pour un gouvernement, c'est, même si c'est que très minime, une mise en cause de son autorité. Et avec ça, on doit vivre, on doit encore longtemps vivre. C'est-à-dire, les manuels scolaires vont être, disons, rédigés en fonction du rapport Bergier dans 40 ans à peu près. Tout d'abord, il faut que dans la conscience collective, dans les universités, tout gentiment, ces résultats des recherches faites donc à la fin du XIXe siècle se diffusent, entrent un peu dans un public plus large, entrent notamment aussi dans les têtes des enseignants. C'est pas évident, c'est un long processus.
Ces enseignants doivent mûrir pour avoir après l'autorité face au gouvernement, pour être nommés en tant que chef d'un groupe de travail, pour écrire un manuel. Et puis comme ça, tout gentiment, on arrive à changer les choses. Alors, je vois déjà Dominique qui rigole parce qu'il est persuadé qu'on peut foncer, qu'on peut faire plus vite qu'avec la bonne volonté, quelques bons PDF et puis des images. Moi, j'y crois aussi. Ça, c'est l'autre aspect. Il faut quand même qu'on nous accorde une sorte de satisfaction si on développe un propre courage pour faire quelque chose. Alors, je suis à la fois un peu pessimiste, mais aussi optimiste, et notamment optimiste par rapport, j'aimerais juste toucher ça, la fermeture des sources. Vous savez, ça, c'est aussi une vieille histoire. Les administrations, les gouvernements, les intérêts, notamment économiques privés, ils aimeraient qu'on ferme les archives. Mais curieusement, et même depuis le Moyen-Âge, on produit tellement de papier qu'un de ces jours, un de ce papier arrive tout à coup sur la table, souvent même pas dans nos archives. Ça peut aussi arriver en sous forme de copie dans les archives à Washington. Et puis après, on est de nouveau dans le même pétrin. Ça commence parce que tout à coup, la jolie image qui a été constituée par la presse, par les manuels scolaires, par les discours du 1er août, s'effrite parce qu'on a découvert que quelque chose ne joue pas et puis il faut faire une recherche. C'est ça un peu la procédure. Mais il est vrai que, évidemment, pour certains courants du pouvoir, cette lutte pour l'histoire est une lutte politique. Et je me rappelle, même avant la commission Bergier, le journal de Genève, quand ça existait encore, a écrit par rapport à la nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, publiée à ce moment-là, l'histoire, et notamment l'histoire suisse, est une montagne sacrée. On ne s'approche pas de cette montagne sacrée en blue jeans. Donc, c'est ça le problème, disons, de la perception publique de l'histoire. Mais heureusement, il y a quand même des historiens, en dépit qu'on diminue les heures dans les écoles. Ça, c'est un scandale, ce qui se passe en Suisse actuellement. Il faudrait défendre ça parce qu'une jeunesse qui n'a plus le moyen de s'approprier de l'histoire par un processus critique, ça serait une jeunesse sans avenir. Merci. Dominique Garlonga, peut-être ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on se pose la question, est-ce que les moyens électroniques de trouver des sources, etc., si finalement ça ne peut pas accélérer un peu le processus, qu'on ne doit pas attendre 40 ans pour... Non, je ne crois pas que la technologie ait un quelconque rôle à jouer là-dedans. Non, c'est des rapports de force et un état de débat. Moi, j'aimerais quand même revenir sur une déclaration tonitruante qu'avait fait Ludwig Stamm en 2004, à l'intention, donc Ludwig Stamm, un transfuge, conseiller national transfuge du Parti radical qui après a atterri à l'UDC zurichoise et qui était un peu le chef de file de ce lobby anti-Bergier et qui avait déclaré de manière mais vraiment ostentatoire dans les médias que ce rapport devait absolument être rangé dans le dernier tiroir du bureau et ne jamais trouver le chemin des écoles. Il disait qu'il devait rester dans les bibliothèques, je crois. Ça, c'est dans une deuxième version plus gentille. La première version, c'était dans le tiroir et surtout celui tout en bas du bureau, celui qu'on n'ouvre jamais. Malheureusement, il s'est trompé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a accès, le livre de Pietro, les documents diplomatiques, le salaire des neutres, on a un nombre de ressources qui permettent de faire cette histoire et puis qui permettent de former des enseignants. Parce que vous pouvez avoir le meilleur manuel du monde, la meilleure dotation horaire du monde, si vous ne formez pas des gens compétents à enseigner cette histoire ou à leur donner les moyens de s'approprier, des moyens en temps, pas que des moyens en argent, mais de leur laisser le temps de se former à lire ces livres et à en produire quelque chose qui leur est propre, je pense que là, à ce moment-là, effectivement, on va vers cette jeunesse sans avenir. Mais je répète, plutôt optimiste. Je pense qu'au contraire, on peut aujourd'hui pas passer à côté de la Suisse dans la guerre, on peut passer à côté du rapport Bergier, on peut enseigner l'histoire de manière plus ou moins avec des ornières, mais je crois qu'on a un état d'avancement. Alors, est-ce que ça raccourcit le temps de diffusion
de la recherche scientifique dans les écoles, probablement que moyennement, mais la nature du débat ou l'intensité du débat de 97 à 2000 a eu des effets, et comme toute vague, ces effets sont asynchrones, c'est-à-dire qu'effectivement on a un reflux peut-être dans les séminaires universitaires, mais dans les classes, quand vous abordez cette question-là, il y a une attente et il y a un intérêt, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fini de cette Deuxième Guerre mondiale, et le nombre de personnes qui sont là ce soir, je pense, le démontre à l'évidence. Alors qu'on peut être relativement pessimiste, mais j'entends remplir un amphithéâtre comme celui-ci alors on a la qualité des orateurs qui sont ici, n'en déplaise à certaines critiques qui ont été formulées dans la presse récemment, mais on a aussi encore une demande sociale d'histoire, un intérêt pour cette histoire et une réflexion citoyenne, scolaire, civique autour de ces aspects et de ces éléments-là de l'histoire. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, je crois qu'il y a... Oui, bonsoir. Moi, j'aurais juste une question. Le rapport Bergier, 10 ans après, quelles sont les critiques, quels sont les éléments qui sont incomplets? Qu'est-ce qu'il faudrait continuer à chercher? Scientifiquement, donc pas polémiquement. Question précise. Je ne sais pas qui... Peut-être Sébastien Gué et ensuite M. Pernaut. Bon, disons, je ne peux pas évidemment... ce serait beaucoup trop long si on commençait à discuter entre nous, parce que ce serait une énorme discussion. Vous vous rendez bien compte qu'est-ce qu'il faudrait, etc. C'est des heures de discussion magnifiques, hein. C'est ça la recherche, mais évidemment, je prends le premier parole parce qu'il y a une anecdote à vous raconter qui vous donne aussi un tout petit peu le climat et qui vous illustre un tout petit peu ce que plusieurs des orateurs ici ont souligné, c'est-à-dire ce que le fils de Jean-François Bergier aussi a dit, c'est-à-dire le problème que nous n'arrivons pas, et c'est notre demande, d'avoir un débat scientifique, y compris avec des historiens conservateurs, réactionnaires, tout ce que vous voulez, ça m'est égal, mais des débats sur le fond, pas des débats Sébastien Gué ou Hans-Ulrich Jost et quelqu'un de gauche, donc c'est des mauvais historiens, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Bien, je vais leur dire, ah bon je suis un mauvais historien, je ne m'en étais pas rendu compte, bien, etc. Il n'y a pas de débat de ce point de vue-là, et en plus de ça, c'est difficile de débattre qu'avec quelqu'un qui attaque vos compétences professionnelles, votre éthique professionnelle, etc. Bon, un débat sur le fond. Et alors une anecdote à ce propos, le rapport Bergier, Marc Pernoud l'a pas souligné, mais toutes les études, enfin je ne sais pas si c'était le cas de toutes les études, mais un certain nombre d'études ont été soumises à l'état de manuscrit à des experts extérieurs. Et en particulier, c'est ça l'anecdote que je vais raconter, le fameux rapport sur l'or. Et j'ai eu, je ne sais pas très bien pourquoi, peut-être la chance ou le bonheur ou la malchance, j'en sais rien, d'être un de ces rapports extérieurs. Un de ces experts extérieurs, pardon. Il y avait également le professeur Béroc de l'Université de Genève et deux historiens, économistes, disons, qui n'étaient pas de mon bord idéologique ou épistémologique, qui étaient respectivement les professeurs Lamblay et le professeur Marguerat. Bien. Et je me souviendrai toute ma vie de cette séance, qui a duré 2 ou 3 heures. Il y avait tous les membres suisses de la commission Bergier, le professeur Bergier qui était là, Marc Pernoud, le professeur Tanner, etc., disons, qui avait fait un rapport, pour moi, qui est de haute qualité et qui doit être discuté, qui a des lacunes, j'y reviendrai dans un instant, mais qui doit être discuté scientifiquement. Et la parole a été donnée en premier lieu au professeur Marguerat. Bien. Quelle a été la critique de fond du professeur Marguerat? Le professeur Marguerat s'est adressé à la commission Bergier en disant « Messieurs », excusez-moi, il n'y avait pas de femmes, c'est un des gros problèmes de l'histoire économique, il n'y a pas de femmes. Bien, « Messieurs, voilà ce que je fais de votre rapport. » Et il avait une poubelle à côté, et il a jeté le rapport dans la poubelle. C'était théâtral, ça. Ça, c'était théâtral, et disons, c'est pas la meilleure manière de commencer un débat scientifique. Bien. Ça, c'était le climat dans lequel travaillait la commission Bergier. On était tous sidérés, je dois avouer, je me rappelle, on était absolument sidérés par cette attitude.
Et pourquoi a-t-il jeté le rapport? Parce que nous a-t-il expliqué, les postulats de base de ce rapport étaient faux. Il pouvait le démontrer à l'aide de documents, ce qui fait qu'on lui a immédiatement demandé, le professeur Tanner lui a dit, mais est-ce que vous pouvez nous produire ces documents? Il a dit, je ne peux pas vous les produire maintenant, je ne les ai pas avec moi, mais je vous les enverrai sans faute dès lundi. 14 ans après, on attend toujours. D'accord? Ça, c'est le type de débat qu'on a aujourd'hui sur le... C'est pas un débat, encore une fois. Alors les lacunes, vous dites, est-ce qu'il y a des lacunes? Bien sûr, il y a beaucoup de lacunes. Dans ce rapport sur l'or, et Marc y a fait allusion tout à l'heure, et c'est, à mon avis, un désaccord que j'ai avec la commission Bergier, c'est l'interprétation du rôle dissuasif, entre guillemets, de l'or par rapport à l'Allemagne nazie. Alors la thèse de la commission Bergier, qui a étayé, qui a discuté scientifiquement, c'est que ça a joué aucun rapport dissuasif. Bien, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation. Je trouve, y compris la commission Bergier fournit du matériel qui, y compris, tendrait, à mon avis, à montrer le contraire. Voilà un débat qu'il faudrait continuer, approfondir, parce qu'évidemment c'est une question extrêmement importante pour comprendre l'histoire de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier pour comprendre pourquoi il n'y a pas d'invasion allemande pendant, disons, la période la plus chaude, c'est-à-dire de l'été 1940 à l'été 1941. D'accord, je ne sais pas, M. Pernoud. Oui, effectivement, je peux aussi témoigner que les conditions sont difficiles pour affirmer certaines analyses nouvelles et qu'on nous cite des noms de personnes qui devraient absolument être consultées et discutées, mais quand je vois un de ces livres qui vient de paraître, qui s'appelle « La Suisse face aux nazis », on trouve une affirmation au début. Les Ziegler, les Bergier, les Tanner et tant d'autres, formant un chœur de vieilles divas défraîchies, se livrent à des vocalises stridentes sur la scène de l'ignominie avant d'entonner « honte, honte, honte à la Suisse d'exister ». Ce genre de phrase, comment vous voulez discuter dans ce cadre-là? Bon, c'est la préface ou c'est... C'est dans la préface de Jean-Jacques Langendorf. D'accord, ouais. Donc, bon, comme on est des vieilles divas défraîchies, c'est difficile, bon, je comprends pour un historien aussi compétent que M. Langendorf de venir s'abaisser à discuter avec lui, mais des phrases attribuer des phrases aussi stupides que honte, honte à la Suisse d'exister à la bouche du professeur Bergier, qui malheureusement n'est plus là, mais c'est ne pas connaître à la fois le professeur Bergier et ensuite les publications de la commission Bergier. Et c'est toute cette polémique qu'on trouve alors répercutée dans toutes sortes de milieux qui bloque le débat, et c'est ce que je regrette, c'est que au fond, la commission avait un mandat, il y avait une série de thèmes, à peu près 25 thèmes qu'elle devait traiter, qui sont en gros les 25 thèmes qu'elle a traités dans les 25 volumes qu'elle a publiés. Et si l'on regarde un des thèmes que le Conseil fédéral lui avait demandé de traiter, c'était la politique d'asile dans le contexte des relations économiques et financières. Ce n'était même pas l'ensemble de la politique d'asile. Mais toute la discussion s'est centrée là-dessus, sur ce problème des réfugiés, une discussion sans fin sur la question de nombre de refoulements, question qu'il est impossible à laquelle il est impossible de répondre de manière définitive parce que les archives n'existent plus et en partie n'existent pas. Donc ça s'est uniquement concentré là-dessus et tout le reste a été évacué, alors que tout ce qu'il y a de nouveau et d'important dans les travaux de la commission Bergier, on n'en discute pratiquement pas. Et on discutait des études sur les banques. Il se trouve que j'ai dirigé 2 études, l'une sur les relations franco-suisses et l'autre sur la place financière suisse. C'était soumis aux banquiers. Ils ont lu ça, ils m'ont fait juste quelques remarques factuelles, etc. Puis ils m'ont dit, de toute façon, de manière cynique, en décembre 2001, « Ah, votre étude, elle est bien, vous savez, mais personne ne va la lire. » Et puis, voilà, bon, ben moi, en tant qu'historien... Courez lire l'étude de M. Pernoud, hein, s'il vous plaît. Pardon? Courez lire l'étude de M. Pernoud, s'il vous plaît. Alors, je vous incite à la lire, mais pour dire, on était dans cette perspective-là. Alors, il y a une série d'incitations à la recherche qui ont été données par la commission Bergier, mais il y a une série d'aspects sur lesquels des recherches ont été menées récemment, par exemple sur les relations franco-suisses. Il est possible
de faire beaucoup plus. Puis il y a la thèse de Yannick Schaufelbuhl qui montre cela. Il y a la thèse de Dario Gerardi sur les relations avec l'Italie. Il y a la thèse de Luc van Dongen. Il y a toute une série d'informations et d'impulsions à la recherche qu'il est possible de faire pour approfondir cela. Et c'était dans ce sens-là, et Jean-François Berger l'a encore dit dans son dernier discours en tant que président de la Commission il y a 10 ans, c'est pour continuer dans cette perspective. Et les contacts internationaux qu'on a pu mener avec d'autres équipes de recherche analogues sont très fructueuses. Mais là, c'est de manière très discrète que ça se fait parce que c'est des recherches qui se basent sur des documents, qui se basent sur des analyses approfondies et qu'on ne peut pas faire comme ça avec des grands effets de manche dans les médias. D'accord. J'ai une question à poser à Pietro Boschetti à ce propos. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écrire un nouveau livre si vous en avez le temps? Courage. Si vous m'en offrez le temps voilà. Et les moyens, je le fais volontiers. Non, pour moi, c'était que du bonheur que d'écrire le livre en question. Et notamment, justement, je me suis fait plus qu'un devoir, mais une nécessité de parler longuement des études sur la place financière et de mettre en évidence effectivement ce paradoxe, mais qui s'explique assez facilement, que les pans de réalité que les recherches de la Commission Berger, en particulier sur le poids de la place financière de l'époque, où il y a vraiment, c'est une mine de données, et il n'y a aucun doute que c'est une mine d'inspiration pour des études futures, sont entre autres les rapports que Marc a dirigés, en particulier sur la place financière. Et c'est vrai que sur ces données-là, les médias, au moment où les rapports sortaient, etc., ont très peu abordé ce problème. On peut le comprendre. Il y a évidemment la demande publique, elle était peut-être plus tournée vers des problèmes d'asile. En plus de ça, les problèmes de la place financière sont beaucoup plus compliqués, c'est technique, etc. Mais c'est décisif pour comprendre ce qui se passe. Et aussi très important pour comprendre cette réserve du Conseil fédéral, dont le professeur Berger s'est beaucoup étonné, effectivement, plusieurs fois. Donc, voilà. Lisez ce qui existe déjà, c'est pas mal. Ça vaut la peine. Volontiers. Est-ce que quelqu'un, peut-être encore deux dernières interventions, puis après je crois qu'on va abréger, je vous en prie. Bonsoir, Jean-Marie Fubringer. J'avais une remarque et une question. Une première remarque en forme d'espoir. Quand vous voyez l'âge que j'ai bientôt 50 ans, quand on étudiait l'histoire suisse à l'école, ça nous barbait. Parce qu'au fond, on savait bien, on sentait bien que ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on vivait. Ces belles histoires, ces beaux héros ne nous amenaient pas grand-chose. C'était finalement plus intéressant, je me souviens, d'étudier l'histoire française, où on avait l'impression qu'il se passait plus de choses, et là où il y avait plus de liberté de raconter une histoire peut-être plus humaine. Quand, dans les années 95, quand on a commencé à parler d'une manière différente de l'histoire, moi j'ai commencé à trouver ça très intéressant, et je suis sûr que plein de gens ont ressenti ça. Alors, je dis ça un petit peu pour vous remercier, et puis peut-être vous rassurer. Ça passe peut-être pas à la vitesse où vous aimeriez, mais je pense que quand ça passe, ça fait du bien, et tout d'un coup, ça nous permet de nous rapproprier l'histoire. Moi, j'ai pas lu la plupart des livres dont on a parlé ce soir. Peut-être que je vais en ouvrir un pour regarder plus profondément, mais je crois que ça nous redonne une partie de notre histoire dans des contrastes, etc. Et ça, je trouve que c'est positif. Moi, j'avais une question qui s'écarte un peu. J'ai attendu un peu la fin du débat pour la poser. Moi, il y a un autre élément de l'histoire qui sort un peu en scandale ces dernières années qui m'intéresse. C'est les problèmes d'abus sexuels dans l'Église. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est si on voulait, de la même manière que le rapport Berger, essayer de voir ce qui s'est passé pour vraiment comprendre la taille de ce problème-là dans notre histoire, dans l'histoire romande, dans l'histoire suisse, quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas faire, ou quels seraient les conseils pour faire un travail qui puisse avancer plus facilement? Non, juste, je ne sais pas si on arrive à répondre à ça, mais... Non, mais j'aimerais peut-être donner une réponse. Encore une fois, j'ai eu beaucoup à faire avec l'histoire pendant mes 10 ans au Conseil fédéral. Et votre question me rappelle encore un autre chapitre de l'histoire suisse dont j'ai eu à m'occuper, et c'est l'histoire des Yéniches.
des enfants qui ont été arrachés à leur famille parce qu'on considérait que des nomades, des yéniches comme on les appelle, des tziganes si vous voulez, mais le terme réel c'est yéniche en Suisse, ne pouvaient pas éduquer des enfants dans la morale, ne pouvaient pas les intégrer dans la société. Et donc, il fallait enlever les enfants à ces familles, les placer, couper parfois le lien total avec la famille en leur donnant de nouveaux noms, etc. Et j'ai aussi eu à gérer la grande crise. Alors là aussi, le temps fait beaucoup. Hein. Ça a duré jusqu'en 72. Il y a eu quelques articles qui ont eu lieu dans le Beobachter, etc. Mais la question de la responsabilité de Pro Juventute, de l'Evangelische, comment ça s'appelle, Seraphinisches, quelque chose de ce genre, d'une autre organisation dite charitable, hein, et chrétienne d'ailleurs dans ce cas, contrairement à Pro Juventute qui est laïque, et des autorités cantonales. Il a fallu attendre les années 90 pour pouvoir là aussi, bloquer la destruction des archives, ouvrir les archives, les rendre accessibles aux personnes, avec d'ailleurs un immense problème qui était, est-ce qu'on l'ouvre aux historiens, est-ce qu'on l'ouvre aux victimes, est-ce que les victimes peuvent décider si elles veulent le détruire ou pas, parce que finalement, elles étaient encore là et elles avaient été en partie abusées sexuellement, c'est pour ça que votre question me renvoie aussi à cela, coupées de leur famille, mises en institution, mises en prison, etc. Et c'est vraiment un problème extrêmement difficile de savoir à quel moment on peut vraiment créer les conditions pour qu'une recherche objective puisse se faire. Et comme le disait Marc Pernoud et comme le pensait le professeur Bergier, une recherche historique qui tienne compte de la souffrance des personnes concernées, des témoins qui existent encore, mais de la fragilité aussi de ces témoignages. Et la question que vous avez posée va exactement dans le même sens. Mais puisque je parle des relations du gouvernement, si on peut dire, avec l'histoire, je ne suis pas tout à fait d'accord, Hans dit que c'est une question de gouvernement, c'est une question aussi d'opinion publique, c'est une question de parlement. L'histoire est politique dans ce sens-là, elle va être appréciée différemment selon les différentes périodes. Il y a des sujets dont on s'approchera et d'autres que l'on évitera. Il y a des pans entiers de l'histoire qui, à un moment donné, seront mis en lumière et d'autres cas ne le seront pas. Et je l'ai vraiment vécu. Je ne crois pas que l'histoire française soit moins mythique que la nôtre. Pensez à la guerre d'Algérie, pensez à la colonisation, pensez à la collaboration. Je ne crois pas qu'elle soit dans ce sens-là moins... je dirais que nous avons moins d'histoire officielle sans doute que la France. Mais nous sommes un pays fragile et il y a un sentiment de fragilité, en particulier ressenti par les gouvernements, qui est de dire comment est-ce qu'on peut éviter que n'explosent des conflits internes à ce pays. Et la lâcheté du Conseil fédéral, qui ne reprend pas à son compte, en fait, les conclusions du rapport Bergier, elle a deux causes. La première, c'est qu'on a accusé dès le début la commission Bergier d'avoir été chargée de faire une histoire officielle. Or, ça n'est pas le cas. Tout ce que nous avons voulu, c'est donner les moyens à la commission Bergier d'éclairer un pan de notre histoire. Et la deuxième chose, c'est que devant la virulence de ce conflit, de ces réactions, devant un Lutzistam, devant les gens qui accusaient la commission Bergier et le professeur Bergier lui-même de haute trahison, au fond, et devant les pressions internationales, certainement aussi, le Conseil fédéral a dit « Ok, on a fait le travail ». On a encore fait une exposition, on a encore essayé de faire des conférences, on a fait 2 ou 3 choses que j'ai faites dans mon département avec des moyens ridicules parce que je n'arrivais pas à en avoir davantage. Et puis on a fait confiance, au fond, à l'agent historique et à l'agent pédagogique pour reprendre le flambeau et continuer. Donc je n'ai pas peur d'utiliser le terme lâcheté de la part du Conseil fédéral, mais c'est une lâcheté qu'on trouve très souvent. Si vous saviez à quel point j'ai dû me battre pour qu'on puisse commémorer
1789 dans ce pays et à quel point j'ai été absolument sidérée par l'existence encore de haine à l'intérieur de la Suisse de personnes qui ont été les victimes, je pense aux Nidwaldiens en particulier, je pense aux orphelins de Stans, à l'invasion française, qui se sont sentis encore maltraités à l'idée que l'on puisse commémorer la fin de l'Ancien Régime en Suisse. Donc on est un pays fragile et je crois qu'il ne faut pas accepter cette fragilité, je le dis uniquement pour expliquer, je continue à dire que c'est un acte citoyen que d'essayer de connaître mieux notre histoire. Merci. Alors, une toute dernière question, monsieur au pull rayé. Après, il faudra laisser les intervenants aller manger. Est-ce qu'il est allumé? Oui. Vous l'avez éteint. Pour une société, l'étude de son histoire lui permet de ne pas répéter ses erreurs. Et puis, dans cette perspective, lui permet, on espère. Dans cette perspective, le rapport Bergier a mis en évidence plusieurs problèmes, et notamment des carences évidentes sur le système légiférant les interactions entre le gouvernement suisse et ses différents agents économiques. Et je me demandais si, après la parution du rapport Bergier, il y a eu au niveau politique des propositions, des initiatives pour pallier à ces carences. Et oui, savoir s'il y a eu ce genre de propositions. Ma réponse est brève, non. Voilà, c'est clair. Et encore une fois, je crois que je ne partage pas votre optimisme. Je crois qu'il est important de connaître l'histoire, de connaître d'où on vient, de savoir quels sont les mythes qui nous ont nourris et de quelle réalité, de quel terreau réel nous sommes issus. Je ne crois pas que l'on apprenne beaucoup de l'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une conclusion pessimiste ou optimiste. En tout cas, je vous remercie tous de vous être déplacés, et particulièrement aux intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir. Perfect.